Nous avons aujourd'hui une table ronde de qualité sur le thème de l'environnement. Ont été invités à participer Évrard de Turckheim, qui est expert forestier, ingénieur, président de l'association ProSilva France, Monsieur Christophe Salin, sous-préfet de Sarreguemines, qui est un passionné d'abeilles, nous dit-on, Monsieur Jérôme Mathieu, qui est agriculteur, président de la Chambre d'agriculture des Vosges, Stéphane Clandillon, directeur opérationnel du CERTIT, analyse satellitaire, qui est à l'Université de Strasbourg, et nous aurons Léo Meazza, un jeune qui aura une intervention particulière. Ce sera une très belle conclusion pour nous en tout cas. Voilà, mais nous allons écouter cette table ronde sur le thème de l'environnement, une table ronde intéressante dans laquelle nous aurons puisé des idées d'action aussi, je pense. Alors, Jean-Jacques Bernardini, Jean-Paul Thiebaud, c'est à vous. On va démarrer. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Jacques Bernardini, je fais partie de l'équipe EMS sous la conduite de Franck Figuère. Et donc, c'est pour cette année un peu particulière 2020-2021, je suis en charge des questions d'environnement. Alors, ce que je voudrais dire pour ouvrir, c'est que malgré cette année un peu particulière, on a quand même travaillé, en mode collectif. Et je dois dire, sous l'impulsion de Rosine, de Franck, avec Jean-Paul, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup d'échanges. Et j'espère que le fond de cette table ronde va vous intéresser. Vous verrez qu'au travers du sujet qu'on a choisi, qui est celui de l'environnement, et qui est quand même pas mal centré sur le thème de la forêt, on a essayé d'avoir des intervenants qui touchent à pas mal de problèmes, à la fois l'exploitation de la forêt, la valorisation de la forêt, les questions d'imagerie satellitaire, vous verrez, liées directement, et puis également les abeilles, puisque tout ça est lié. Et bien évidemment, quand on parle de forêt, on parle d'agriculture. Il y a un lien, ce n'est pas des sujets qui sont séparés les uns des autres. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je laisse la parole à Jean-Paul qui a beaucoup œuvré sur cette table ronde. Et Jean-Paul, je te laisse présenter nos deux premiers intervenants. Oui, merci Jean-Jacques. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et je remercie Rosine d'avoir fixé le thème de la table ronde sur l'environnement. C'était un choix et c'est vrai que ça me plaît bien. Bon, la préservation de l'environnement, ce n'est pas un sujet à la mode, c'est vraiment une préoccupation qui va être pérenne pour les décennies à venir. Et sans faire des grandes phrases, je crois qu'il en va de notre avenir à tous, de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, c'est vraiment un point essentiel. Dans ce contexte, j'ai le plaisir d'accueillir donc Évrard de Turckheim et Christophe Salin, respectivement expert forestier et sous-préfet de Sarreguemines. Je vais déjà les présenter pour vous situer un petit peu leur profil. Donc, il s'agit de deux profils très, très différents. Évrard de Turckheim est une personnalité bien connue dans le monde de la forêt, bientôt 60 ans. Il est ingénieur ETH, je ne sais pas ce que ça veut dire, il vous le dira. Il a été formé à Zurich, donc il parle allemand probablement, enfin, certainement même. Il exerce une profession libérale réglementée, c'est important. Ne s'installe pas, ne se dit pas expert forestier qui veut. C'est une profession réglementée et il exerce son art en gérant des domaines forestiers privés. Alors je ne connais pas l'ampleur de son portefeuille, par contre, je l'ai vu à l'œuvre sur un domaine de plus de 5000 hectares dans les Vosges du Nord, c'est du sérieux, on est dans le concret. Il est par ailleurs, monsieur de Turckheim est par ailleurs président de ProSilva France. ProSilva France est une association d'utilité publique qui existe depuis 1989 et qui met en avant une exploitation durable de la forêt, respectueuse des sites naturels. Un petit peu original par rapport à l'exploitation traditionnelle qui est faite depuis des décennies. Donc, monsieur de Turckheim, vous avez une vision aussi transfrontalière. J'ai pu constater sur place que l'allemand, c'est quelque chose que vous connaissez, que l'Allemagne, vous maîtrisez, et que le monde de la forêt de nos voisins, vous le connaissez aussi. Je conclurai en disant que c'est une sorte de tradition familiale, puisque je crois savoir que votre père était aussi expert forestier. Et donc, avec vous, on est dans le concret, on est sur une vision de long terme, on est dans le temps long,
et on est dans l'expérience. Nous allons donc vous écouter nous parler de la forêt qui est aujourd'hui en crise grave. Il n'y a qu'à ouvrir le journal pour évoquer les scolites ou la montée des températures qui entraînent des changements importants. Donc, quelques questions très simples auxquelles vous allez vous efforcer de répondre. Face au changement climatique, quels constats, quelles analyses faites-vous? Quelles propositions, quelles solutions envisagez-vous pour limiter les dégâts ou pour passer le cap? Un mot aussi sur ProSilva. Je crois que ça serait intéressant de présenter très rapidement ProSilva. Ça peut intéresser des propriétaires forestiers, des élus locaux, des élus, enfin des gens qui ont des responsabilités. Voilà. En ce qui concerne Christophe Salin, monsieur le sous-préfet, vous êtes un des 550 hauts fonctionnaires qui représentent l'État sur les territoires. Vous connaissez bien le Grand Est, puisque vous étiez auparavant en fonction à Saint-Dié, me semble-t-il. Vous êtes un homme d'expérience, vous avez une longue carrière derrière vous, et vos fonctions vous placent au plus près des évolutions de notre société, que ce soit au niveau social, au niveau économique ou au niveau environnemental. Alors en plus, vous avez une particularité, vous aimez les abeilles, notre gouverneur l'a rappelé. C'est un peu pour ça que vous êtes parmi nous aujourd'hui, parce qu'on a eu l'occasion de faire connaissance sur ce thème, au travers de ce thème. Et non seulement vous aimez les abeilles, mais vous pensez qu'en plus d'être essentielles à l'écosystème, en pollinisant les plantes, elles peuvent nous aider à relever les défis économiques, environnementaux et culturels, sociétaux, auxquels nous sommes confrontés. Pour peu qu'on sache leur parler, bien sûr, et surtout qu'on sache construire autour d'elles un écosystème, un autre écosystème, mais cette fois-ci à notre profit. On est en plein dans le sujet et nous aurons donc tous plaisir à vous écouter, nous présenter votre approche et vos réflexions, qui d'ailleurs peuvent être transposées très facilement dans d'autres domaines. Voilà, parole à Monsieur de Turckheim. Monsieur de Turckheim. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir, de me donner la parole. C'est avec un très grand plaisir, un très grand honneur que je suis là avec vous. J'aimerais tout de suite rebondir sur ce que vient de dire Madame Pujol. On s'est mobilisé, la filière s'est mobilisée, les forestiers se sont mobilisés ces dernières semaines pour trouver du bois, pour commencer à reconstruire Notre-Dame. Et je dirais que l'ensemble de la filière a répondu présent, les propriétaires forestiers ont répondu présent. Nous allons faire partir la semaine prochaine les premiers bois vers Paris. Et je dirais dans un grand élan que nous sommes toujours capables de construire des cathédrales, donc au propre comme au figuré. Donc je me place un petit peu dans cette image extrêmement positive. Nous avons encore des choses à faire, nous avons énormément de défis à relever et je suis persuadé que nous sommes tous ensemble capables de les relever. Alors, j'interviens, je prends la parole là maintenant en tant que président de ProSilva France, qui est une association qui fait partie d'un réseau européen créé en 89 en Slovénie et en 90 en France. ProSilva essaye de promouvoir une approche de la gestion forestière. C'est un groupe de travail vraiment transgénérationnel qui rassemble l'ensemble des parties prenantes de la forêt et du bois. Donc, nous avons des personnes aussi bien de la forêt privée que de la forêt publique, des enseignants, des techniciens, des ingénieurs, qui essayent donc de travailler ensemble pour réfléchir comment promouvoir cette approche de gestion. Le principe général fondamental, c'est que la forêt est multifonctionnelle, c'est-à-dire que la forêt assure un certain nombre de prestations et est capable d'assurer conjointement, en synergie, ces différentes prestations. La première prestation qui est évidente, c'est la production, c'est la fourniture de bois. Donc, nous avons une industrie du bois, une filière bois qui est extrêmement dynamique. Et tout en haut, il y a la forêt qui produit cette matière première. Et plus nous arrivons à en produire et de qualité, meilleur se porte notre économie. Le bois, c'est un matériau du 21e, du 22e siècle. C'est le plus moderne des matériaux qui a des capacités, des
des qualités qui sont inégalées en termes de techniques, de bois de structure, de bois au niveau décoratif. Donc, c'est vraiment un matériau extrêmement moderne dont on n'a pas fini de découvrir toutes les qualités. La deuxième fonction importante qui incombe à la forêt, c'est la protection. C'est la protection des sols, c'est la protection de la biodiversité, c'est la protection de notre ressource en eau, c'est la captation de carbone, donc, qui contribue à réduire l'effet de serre. Donc, tout ce qui est protection est un rôle extrêmement important pour la forêt. Et le troisième rôle important de la forêt, c'est le rôle social. Vous aimez tous vous promener en forêt, c'est le dernier espace de nature qui nous permet à tous de nous délasser, de nous ressourcer, de respirer de l'oxygène à plein régime. Donc, l'approche de ProSilva, c'est une approche globale. La forêt est multifonctionnelle. Donc, on ne veut pas avoir ici une forêt de production où on se permettrait un petit peu tout. Ici, un petit peu plus loin, une forêt qui assure une fonction de délassement ou une fonction de protection de telle ou telle espèce. On est capable, avec cette approche multifonctionnelle, de gérer dans le même espace l'ensemble de ces fonctions. Donc, le point important, c'est que on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Donc, la première approche importante, c'est de comprendre comment fonctionne la forêt, c'est d'accompagner les dynamiques naturelles pour que la forêt, dans sa toute puissance, dans sa toute grande diversité, puisse fournir ces différentes prestations. Et bien au contraire, ces prestations ne s'opposent pas, et on s'aperçoit qu'une bonne écologie est synonyme d'une bonne économie, et sans économie, il n'y a pas non plus de parfaite écologie. Voilà. Les forestiers, j'aime bien cette remarque des forestiers du nord de l'Italie qui parlent de cette sylviculture en parlant de sylviculture invisible. C'est-à-dire que on ne voit pas qu'on intervient en forêt. Là, on accompagne la dynamique naturelle, on ne contraint pas la forêt, on accompagne cette dynamique naturelle par petites touches, par petites cueillettes, et on ne perturbe pas la forêt, justement pour que toutes ces prestations soient assurées de façon extrêmement juste et performante. Alors, par rapport aux questions qui se posent aujourd'hui, oui, la forêt est en souffrance, oui, la forêt passe des moments difficiles. On a ici des dépérissements sur l'épicéa, on a des dépérissements sur le frêne, mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde de dire qu'une forêt mélangée, variée, dans laquelle on intervient avec des pas de velours, est plus à même de résister, et plus à même de réagir avec une meilleure résilience. Et donc, en accompagnant la dynamique naturelle, on est aussi capable de créer des forêts qui sont plus stables, capables de s'adapter donc aux défis d'aujourd'hui et de demain. Donc, je ne nie bien sûr absolument pas les grosses contraintes que nous avons par rapport aux évolutions climatiques et qui nous impactent, mais je crois qu'il faut aussi faire un petit peu confiance à la forêt, l'accompagner dans sa dynamique, peut-être ici ou là planter, mais surtout compter sur la régénération naturelle, le mélange des essences, les capacités des essences à surmonter ces étapes différentes. On est malade ou on est gravement malade quand on est fatigué, quand on est surmené, quand on est contrarié, quand on rencontre éventuellement un vilain virus bénin. Ce qu'il faut vraiment que nous arrivions à faire au niveau de la forêt, c'est à limiter en fait
les perturbations un petit peu trop lourdes et des interventions trop importantes, des monocultures trop généralisées, des essences sorties de je sais où, bien forcément sont des perturbations et nous avons une petite capacité à faire en sorte que la forêt se développe dans cette direction et assure aujourd'hui et demain les meilleures, voilà, de la meilleure façon les prestations que nous attendons d'elle. Monsieur de Turckheim, je me permets de rebondir sur une visite que j'ai eu le plaisir de faire dans le domaine que vous gérez à Dambach. Et moi, j'ai retenu 2 choses. Je n'en ai pas retenu 15. J'ai retenu 2 choses. Tempête Lothar en 99, très peu de chablis, peu d'arbres à terre. Et crise des scolites aujourd'hui, sur plus de 5000 hectares, un impact mineur. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous confirmez ça? Alors oui, à partir du moment où vous avez une forêt qui est mélangée en essence, mélangée en structure, donc des petits, des moyens, des bois qui sont tous les uns à côté des autres, quand vous avez une forêt qui est à l'opposé du château de cartes. Le château de cartes, c'est la monoculture d'une essence qui n'a aucune réalité biologique. Et quand un des individus tombe, tout l'édifice s'effondre et on est obligé de recommencer à zéro. Quand vous travaillez donc avec les idées de ProSilva, votre unité de réflexion, ce n'est pas la parcelle, c'est l'arbre, c'est l'individu. Chaque individu a une fonctionnalité différente. On vient les cueillir en fait quand ils ont fourni quand ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient fournir pour l'ensemble de la production. Et donc, on intervient par petites touches, donc forêt mélangée, forêt variée. Et donc, quand il y a une intervention, une perturbation extérieure, certains arbres sont touchés, mais le process général, la production générale continue. Je dirais que c'est comme un plant de tomates. Quand vous avez, peut-être certains ont des tomates dans leur jardin, vous ne ramassez pas toutes les tomates en une fois. Vous venez régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours, pour regarder quelles sont les tomates qui sont mûres et vous cueillez la tomate. Et le plant de tomate de l'extérieur, il est toujours le même. Vous avez toujours votre plant de tomate avec quelques tomates, mais il y en a 1 ou 2 que vous avez retirées. La gestion de la forêt, c'est exactement comme ça. La gestion de la forêt, suivant les idées de ProSilva, on va dans ce sens-là, on cueille les arbres quand ils ont fini de fournir la prestation qu'ils avaient à fournir. La principale, c'est bien sûr la production de bois, mais un arbre peut aussi avoir une fonction de protection d'un autre, une fonction de production de graines, une fonction de biodiversité, puisque c'est important aussi que nous travaillions sur la biodiversité, la protection des espèces diverses et variées. Le bois mort est très très important en forêt, et donc toutes ces informations, le sylviculteur doit les prendre en compte, doit les faire siennes. Il observe, il réfléchit, il accompagne. En fait, c'est ça, quoi. Le métier de forestier est d'abord un métier d'observation, un métier d'humilité, parce qu'on est tout petit par rapport à la puissance de la production forestière. On avance par petites touches, on voit comment les peuplements réagissent, et c'est par rapport à cette réaction qu'on s'adapte, qu'on avance par petites touches. Donc c'est un métier de terrain, il faut comprendre la forêt. La forêt, ça pousse très très vite. Alors j'ai le privilège, c'est un grand privilège de vieillir, c'est qu'on a ce recul sur la forêt. Grosso modo, avec une sylviculture de type ProSilva, on renouvelle l'ensemble du volume sur pied en 25 à 30 ans. C'est-à-dire que dans les forêts sur lesquelles je travaille maintenant depuis plus de 30 ans, j'ai pratiquement renouvelé l'intégralité du volume sur pied et j'ai toujours ce même volume sur pied. C'est absolument incroyable. J'aurais coupé tout en une fois à une étape, j'aurais pas des arbres qui ne seraient pas plus gros, qui ne seraient pas plus âgés que 30 ans, donc des arbres qui auraient entre 25 et 30 cm de diamètre. Or, j'ai partout des arbres qui font entre 50 et 70 cm de diamètre, donc des arbres qui produisent des bois de valeur,
qui sont recherchés par l'industrie, qui sont recherchés par l'ensemble de la filière. Donc là, on nous reproche parfois, on dit Prosilva c'est bien, mais on a besoin de bois. Non, Prosilva, peut-être plus que une approche Prosilva, peut-être plus que n'importe quelle autre une approche forestière, a une économie extrêmement pointue, extrêmement réfléchie, puisqu'on cherche à produire on produit le maximum de bois de la meilleure qualité possible, en faisant en sorte que ce soit la dynamique naturelle qui assure le renouvellement, et donc économie de moyens à la reconstitution, et donc résultat, bien sûr, amélioré par rapport à des systèmes plus énergivores ou qui font appel à des gros moyens. Merci, merci. On se retrouve tout à l'heure. Monsieur le sous-préfet, je vous passe la parole. Vous m'entendez? Il faut vous mettre le son. Monsieur Salin. J'espère que le son passe. Très bien, très bien. Mesdames et messieurs, Madame le gouverneur, Monsieur Thiébaut, merci infiniment pour cette invitation. J'en suis très honoré, mais je vais faire une intervention très humble et également sur le thème que Monsieur Thiébaut a bien voulu me désigner. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qui vient d'être dit sur la forêt, et en guise de transition, la forêt, l'arbre peut être aussi source ou producteur artistique. Tout simplement puisque dans l'arrondissement, dans un village qui s'appelle Meisenthal, on a conservé un centre d'art verrier, et il y a, je ne sais pas si on le voit à l'écran, un artiste qui a imaginé, à partir d'un pin Douglas, de faire le moule en pin Douglas pour faire des vases, et ce vase prend les striures du bois, et bien évidemment, on n'a pas deux vases identiques puisque le bois brûle à chaque coulée. Et donc, voilà, on peut faire avec la forêt non seulement protéger la nature, on peut faire de l'économie, et puis on peut faire aussi des créations artistiques. Eh bien, je crois qu'avec un certain nombre d'insectes, on peut faire à peu près la même chose, ou en tout cas l'envisager. Il s'agit, puisque je vais parler des abeilles et du miel, qui est une des productions des abeilles, avoir une vision globale, quasi universelle. Pourquoi je m'intéresse à ce sujet-là? C'est parce qu'il y a quelques années, en arrivant dans l'arrondissement de Sarreguemines, en Moselle, donc dans la Moselle dite Est, c'est le territoire de Sarreguemines, et puis c'est ce territoire des Vosges du Nord que constitue le pays de Bitche. Eh bien, à l'occasion de mes rencontres avec les maires, les élus locaux, je me suis rendu compte qu'il y avait bon nombre d'apiculteurs amateurs ou semi-professionnels, et j'ai ensuite passé mon temps à demander, mais monsieur le maire, madame le maire, y a-t-il un ou plusieurs apiculteurs dans votre commune? Et sur 83 communes, il doit y en avoir au moins 75 où il y a un ou plusieurs apiculteurs. Ce qui n'a pas laissé de m'interroger, pourquoi des apiculteurs? Et si les apiculteurs sont là, c'est parce que les abeilles aussi sont là. Et si les abeilles sont là, c'est parce qu'il y a une biodiversité qui leur est favorable. Néanmoins, nous avons des sources de pollution diffuses ou ponctuelles. Nous avons encore dans cet arrondissement, malgré les Vosges du Nord, de l'agriculture intensive qui pollue notamment les rivières. Je vous défie d'aller vous baigner dans la Sarre et d'en ressortir indemne de toute contamination, au moins dermique. Et puis nous avons aussi des industries qui se font fort de nous rejeter dans nos rivières des effluents liquides dont ils nous assurent de la propreté, mais quand à Sarreguemines même la Sarre change de couleur, on peut s'interroger. Et puis, dans le paysage local, dans un village qui s'appelle Volminster, il y a un rucher-école animé par une association. Et donc, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé.
Monsieur Thiébaut l'a rappelé, j'étais auparavant sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges et j'avais eu l'occasion de rencontrer là aussi un certain nombre d'apiculteurs. Et puis, ayant dans ma vie professionnelle navigué un peu en France, dans le Poitou, dans la Manche, mais aussi en Guyane, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, et puis à Paris, rive droite et rive gauche, ça m'a donné matière à réflexion. Sachant qu'on a un rucher école à Paris, dans le jardin du Luxembourg, depuis le début des années 1870. Et donc, on peut s'intéresser aux abeilles et à l'apiculture, pas seulement en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. Je m'y suis intéressé et je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire la promotion de ces insectes et puis la promotion de leur production, qui est de consommation quasi quotidienne, le miel. J'ai commencé à m'y intéresser. Donc, en constatant qu'il y avait beaucoup d'apiculteurs dans le secteur où je suis chargé de l'administration, et puis j'ai constaté que par contre, il n'y avait aucun événement s'y rapportant. Après un certain nombre de recherches par Internet, j'ai découvert que dans la France, il y a de temps en temps une fête du miel, donc sur un week-end, c'est-à-dire un groupe, une association ou un syndicat d'apiculteurs qui fait sa propre fête, mais qu'il faut aller en Algérie ou au Maroc pour trouver des festivals du miel. M'intéressant un petit peu à l'histoire, j'ai appris qu'on a pu retrouver dans des amphores égyptiennes du miel qui est encore consommable. Et puis, si on regarde quelques reportages, en Indonésie, il y a les cueilleurs de miel qui vont jusque dans les arbres pour faire cette récolte. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, il y a quelques événements qui sont traditionnels, des fêtes locales, mais il m'est apparu qu'il pouvait manquer quelque chose, un festival, et un vrai festival, et un festival pluridisciplinaire, c'est-à-dire un festival culturel et artistique. Alors me direz-vous, comment fait-on un festival culturel et artistique à partir de quelques abeilles et quelques pots de miel? Eh bien, c'est très simple, en fait. On se penche sur l'histoire des abeilles, l'histoire du miel en France, mais dans le monde. Et on peut avoir plusieurs années de cycle de conférences. On s'intéresse au miel dans l'alimentation, la gastronomie. On s'intéresse au miel, enfin, à l'abeille et à la ruche en médecine. J'avais eu l'occasion de rencontrer le président des apiculteurs de Moselle, M. Becker, médecin, qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, qui, étant à la retraite, continuait à travailler avec des laboratoires à Lyon sur l'usage de la production de la ruche ou des abeilles elles-mêmes en matière de médecine, en m'indiquant notamment qu'on était sur des recherches pour utiliser le venin de l'abeille en matière médicale. Et puis, vous connaissez tous les produits, la propolis et d'autres produits qui sont très bons, qui sont naturels et très bons pour la santé. Je me suis posé la question, mais comment peut-on faire la promotion? Et au bout de plusieurs mois de réflexion et plusieurs versions d'une note que j'ai rédigée, je me suis dit, mais on pourrait imaginer, ici en Moselle-Est, un festival du miel et de l'abeille. Alors, de l'abeille, plus précisément des abeilles, puisque j'ai commencé à acheter des livres et puis à potasser un petit peu, j'ai encore beaucoup à apprendre. Il y a plusieurs centaines d'espèces d'abeilles. Il y a les abeilles qui vivent en groupe, il y a les abeilles solitaires, il y a les abeilles mellifères, les abeilles non mellifères, celles qui construisent des ruches, celles qui ont leur nid dans la terre. Bref, toujours est-il que nous avons une richesse de biodiversité immense qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas piétiner. On prête cette phrase à Einstein, je ne sais pas s'il l'a prononcée effectivement, mais on le lui prête. Faites disparaître les abeilles et en 4 années, l'humanité meurt. Au moins cette phrase
a pour objet de nous sensibiliser, de nous frapper sur l'importance de ces insectes, notamment dans la pollinisation des fleurs, la pollinisation de tous les arbres fruitiers. J'avais pu lire, pour préparer une petite intervention avec un vrai apiculteur dans un club de réflexion qui est local à Sarreguemines, que dans le France et dans le monde d'une manière générale, 45% des fruits que nous consommons ont été pollinisés par les abeilles. Imaginez la disparition des abeilles, ça fait 45% d'alimentation fructivore en moins, fruitière, pardon, en moins. Mais pour moi, c'est une source de réflexion et ça doit être une source d'enrichissement pour l'humanité. Et donc, c'est là où je fais la conjonction entre la société humaine et la société des abeilles, ou en tout cas les insectes, par un festival qui aurait pour objet d'informer, de sensibiliser, d'instruire et de promouvoir la biodiversité à travers les abeilles. Alors, j'ai imaginé un festival européen du miel et de l'abeille. Pourquoi européen? Parce que ici, nous sommes à la frontière de l'Allemagne, que de l'autre côté de la frontière, sur la zone de Blieskastel, il y a une biosphère et il y a quelques apiculteurs. Et puis, pardonnez-moi, je suis un administrateur public, donc je reste pragmatique et réaliste. Si on fait un festival européen, on peut bénéficier de subventions européennes pour monter et financer un projet. Donc, avec différentes, il y a les programmes leaders, il y a les programmes Interreg et qui peuvent intervenir. Festival du miel et de l'abeille, d'abord parce que le miel est un produit de consommation assez courante, même s'il faut savoir qu'un Français sur 4 ne consomme jamais de miel. Et donc, comme on sait que le miel est bon pour la santé, eh bien, on peut imaginer qu'il y a un fort potentiel de développement consumériste, mais c'est-à-dire de développement économique. Et puis, renseignement pris, alors mes chiffres, j'espère, ne datent pas trop, on consomme bon an, mal an, 40 000 tonnes de miel en France. Le dérèglement climatique, l'utilisation des pesticides et autres produits nuisibles aux abeilles, je ne vais pas reprendre le nom scientifique parce que je l'écorche à chaque fois, fait que dans les dernières années, on produit moins de 10 000 tonnes de miel en France. Donc, on en importe 30 000. Et on importe, pardonnez-moi l'expression, beaucoup de cochonneries, car si il y a des réglementations sur tout ou presque tout, il n'y a au niveau européen aucune réglementation sur le miel. Et donc, vous pouvez importer des produits liquides, plus ou moins jaunâtres, plus ou moins brunâtres, qui viennent d'Asie, que l'on vous vend pour du miel et qui ne sont que du sucre. Et si vous achetez du miel produit en Espagne, vous pouvez être quasiment sûr qu'il y en a la moitié au moins qui vient d'Asie et qui n'est pas du miel, mais que l'on vous vend au prix fort pour le poids, comme si ce l'était. Et puis les abeilles, parce que les abeilles participent à notre biodiversité, participent à la pollinisation, et donc sont là aussi pour la pérennisation de la nature, y compris dans la forêt, comme cela a été évoqué tout à l'heure. Alors, un festival pluridisciplinaire, oui, parce qu'un festival avec des gens instruits, des gens sachants, qui pourraient faire des cycles de conférences dans l'histoire, les techniques du miel, le miel dans la gastronomie, le miel dans la médecine, etc. Ici, nous avons une librairie indépendante à Sarreguemines, des dédicaces d'ouvrages de ceux qui en font des ouvrages sur les abeilles et le miel, y compris des ouvrages pour les enfants, qui sont d'ailleurs plus nombreux que des ouvrages un peu plus scientifiques. Des démonstrations culinaires et gastronomiques. J'ai devant moi, je l'ai ressorti, j'avais eu l'occasion de donner ma fiche, ma note, à un cuisinier que certains d'entre vous connaissent certainement, en tout cas de nom, Michel Roth,
originaire d'un village à côté de Sarreguemines, 3 étoiles au Michelin lorsqu'il dirigeait les cuisines du Crillon, et qui, du Palace Genevois, où il travaillait il y a quelques années encore, m'avait répondu en me disant « J'adhère entièrement à votre projet et c'est avec plaisir que j'accepte l'invitation pour l'événement et que j'innoverai une recette avec du miel à cette occasion. » Et donc, une semaine de gastronomie au miel avec les restaurateurs présents, avec un chocolatier meilleur ouvrier de France à Sarreguemines, avec un boulanger meilleur ouvrier de France à Rohrbach-les-Beach, à 10 km de Sarreguemines, et créer de l'événementiel. Bien évidemment, faire une espèce de concours agricole des miels, car tous les miels ne se valent pas en qualité et en goût, en parfum. Et puis, j'avais imaginé, dans le domaine pluriculturel, que les miels primés par un jury de sélection pourraient se voir empotés, mis en pot, mais dans des pots qui pourraient être fabriqués par la cristallerie de Saint-Louis-les-Beach, la célèbre manufacture de cristal agréée par Louis XV, donc qui date, ou par des pots en verre du Centre international d'art verrier de Meisenthal, et donc promouvoir les artisans d'excellence qui sont également dans notre territoire. Et puis, bien évidemment, aux ruches et écoles de Wolminster, avoir des démonstrations pour toutes les générations de l'entretien d'une ruche, de sa structure, de sa composition, et commencer quelques initiations. Donc, vous voyez un festival totalement pluriculturel avec des cycles de conférences, des dédicaces d'ouvrages, des visites, pourquoi pas quelques d'expositions de matériel, mais on ne va pas refaire un salon de l'agriculture, mais primer des miels, et tout cela pour faire venir sur un week-end ou 3 jours, après la saison de la récolte, donc plutôt fin septembre, tous les passionnés. Et il faut savoir qu'en France, il y a environ 55 000 apiculteurs, dont pas plus de 1700 apiculteurs professionnels. Ça veut dire que tous les autres sont des amateurs éclairés, passionnés par les ruches, par les abeilles, et qui m'a imaginé que sur Sarreguemines Beach, sur un festival de 3 jours, on fasse venir la moitié de ces apiculteurs, ou même un tiers de ces apiculteurs avec leur famille. Nous aurions 40 à 50 000 personnes pendant 3 jours pour créer un événement qui, à l'heure où je vous parle, n'existe pas en France. N'existe pas du tout. Et ce qui aurait la vertu pédagogique de sensibiliser nos concitoyens et tous ceux qui s'y intéresseraient à la préservation de la nature, à la préservation des abeilles, bien évidemment, mais à choisir pour leur jardin des fleurs, des plantes qui seraient mellifères, donc qui permettraient aux abeilles de butiner. On peut avoir des ruches en ville, et derrière moi, mais vous ne le voyez pas, il y a le petit jardin de la sous-préfecture, et au fond du jardin, il y a 2 ruches que j'ai depuis quelques années, depuis que Jean-Claude Moulet, apiculteur, avec lequel j'avais d'excellentes relations, a bien voulu les installer et auquel je rends hommage, puisque malheureusement, l'année dernière, le Covid nous l'a emporté. Monsieur le préfet, il y a beaucoup d'apiculteurs parmi nous. Et je crois que là, vous savez, je pense à Florence, je vois déjà des oreilles qui sont en train de vibrer. Donc, les apiculteurs ont pris bonne note. C'est vrai que les abeilles diminuent en ce moment. Il y a les petites abeilles noires d'Ouessant, monsieur le sous-préfet, qui sont intéressantes, qui produisent un miel très particulier, réservé justement pour les hôpitaux et pour les produits de beauté. Jean-Paul Guerlain a tout un rucher pour les produits de beauté, et il y a des hôpitaux effectivement spécialisés, l'hôpital de Poitiers, qui soigne déjà avec du miel des grands brûlés ou des personnes ayant des plaies très très particulières à soigner. Et je dois dire, c'est vrai qu'ils obtiennent d'excellents résultats.
Merci. Pour conclure, vous voyez bien, ce projet-là est un projet culturel, je le veux culturel, mais qui permettrait aussi le développement d'une filière agricole, puisque comme je l'indiquais, on ne produit pas suffisamment de ce qu'on consomme en France. Et puis, dans une folie, une réflexion un peu folle, j'imaginerais que chaque agriculteur serait également apiculteur et donc aurait le soin de ne pas utiliser de produits trop nocifs non seulement pour la terre, pour les rivières, mais aussi pour les insectes. Et je crois que ce projet est dans le cadre des politiques publiques de transition écologique, d'amélioration de un peu les conditions environnementales de notre vie quotidienne, et on peut avoir des ruches. Il y a des ruches sur les toits de l'Opéra à Paris depuis plusieurs décennies. Il y a une réglementation ici en Moselle avec un arrêté préfectoral, mais on peut avoir des ruches en ville. Il faut avoir un mur de 2,50 m puisque vous avez bien compris que pour l'administration, les abeilles ne volent pas au-dessus de 2,50 m. Voilà, c'était le petit clin d'œil, mais on peut faire beaucoup. Je dois avouer que je n'ai pas réussi à véritablement intéresser les élus locaux dans l'arrondissement où je suis jusqu'à présent, parce que si on leur parle développement économique par création culturelle, c'est trop loin de leur réalité habituelle où pour eux le développement économique passe par usine industrielle. Mais je crois qu'on peut faire évoluer les choses et que aussi la préservation de notre nature, l'enrichissement culturel des hommes et des femmes peut aussi passer par des projets peut-être un petit peu fous, mais de folie douce, je vous rassure, et qui peuvent être aussi créateurs de développement économique. C'est un peu la globalité de ma réflexion que j'ai menée jusqu'à présent. Et je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu m'écouter pour partager cette folie douce. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Avant de passer la parole, et juste pour réexpliquer pourquoi j'ai proposé de vous inviter avec monsieur Turckheim, c'est justement pour présenter des approches qui nous font sortir des raisonnements traditionnels, qui sont des raisonnements en silo, de spécialistes et de facilité. Le point commun entre votre témoignage et celui de monsieur Turckheim, c'est que c'est une approche pluridisciplinaire, avec une ouverture d'esprit et sortir du cadre habituel. Et je pense que c'est ce type de raisonnement qui peut servir qui peut inspirer et qui peut nous inspirer tous dans nos comportements quotidiens et pour mener des projets un peu originaux et un peu innovants sans forcément avoir besoin de beaucoup d'argent. Par contre, il faut des idées. Il faut des idées. Voilà. Merci. Je rends la parole au suivant. Merci. Rosine, je te laisse. Alors maintenant, nous accueillons Jérôme Mathieu. Jérôme Mathieu, tu es là? Oui, je suis là. Jérôme Mathieu est agriculteur et président de la Chambre d'agriculture des Vosges. J'ai tenu à ce que nous ayons aussi le témoignage du président de la Chambre parce que trop souvent, on traite les agriculteurs de pollueurs et on leur met sur le dos pas mal de choses. Il ne faut pas oublier que l'environnement, l'agriculture nourrit aussi, qu'il faut produire, qu'il y a des efforts de fait. J'avoue franchement que pour avoir travaillé 10 ans à la Chambre d'agriculture, tout à fait par hasard, j'ai découvert vraiment un monde rural fantastique. Des personnes qui étaient conscientes que la terre produisait, mais qu'il fallait en prendre soin. Et j'ai découvert des agriculteurs très soucieux de leur terre et très soucieux de l'élevage et de leurs bêtes et qui aimaient leur métier. Jérôme, je vous laisse la parole. Merci Rosine, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, alors pour parler d'agriculture et d'environnement, des thèmes que, comme vous l'avez dit, on oppose trop souvent, très souvent. Redire alors que c'est vrai que l'agriculture, depuis un certain temps, on parle d'agribashing, beaucoup d'agribashing, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, de personnalités, de journalistes qui passent énormément de temps et je vais au moins citer une journaliste qui est Élise Lucet, qui à chaque fois fait des reportages
sur l'agriculture sont à charge. Mais ce qui commence clairement à la décrédibiliser, c'est que l'ensemble des reportages sur n'importe quel sujet qu'elle fasse, ils sont à charge contre le sujet sur lequel elle monte. Par contre, cette année très particulière avec le Covid, où on n'a pas eu la chance d'avoir le salon de l'agriculture, qui est une formidable vitrine de l'agriculture en France, mais aussi un formidable moyen de communication entre des agriculteurs en direct et la profession et les Français, mais bien au-delà. On a eu toute une série de reportages et je vous encourage à regarder un reportage que vous retrouvez sur toutes les box en replay, etc., qui a été fait par France 2. Il y a eu plusieurs reportages, un débat, mais le reportage, simplement, Nous paysans, qui explique l'évolution de l'agriculture en France, l'évolution depuis au cours du XXe siècle de l'agriculture, et en plus aussi, alors sans faire de féminisme, hein, mais qui montre la place des femmes dans l'agriculture et la place des femmes dans le progrès agricole. Parce que sur nos exploitations agricoles françaises, ça a toujours été les femmes qui ont tiré la charrette, entre guillemets. C'est pas elles qui faisaient le travail. Enfin, elles ont fait le boulot quand même. Elles ont fait le boulot quand même dans les champs, mais surtout qui ont amené l'innovation. Et je le dis devant une Rosine Lagier qui a travaillé à la Chambre d'agriculture des Vosges sur la valorisation des produits. Elle sait très bien que les premières diversifications, à l'époque où elle était à la Chambre, eh bien, c'était les femmes qui les amenaient dans les exploitations pour diverses raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons de présence et d'existence et de reconnaissance de leur travail. Donc, et la présence des femmes, et ce reportage-là montre ça, la place des femmes. Et montre aussi la place de l'agriculture où, pendant la guerre, pendant les deux conflits mondiaux, eh ben, c'est les femmes qui ont fait tourner nos exploitations. Et quand vous entendez dans ce reportage le maréchal Pétain qui passe des appels à la radio en disant « Mesdames, c'est très bien, vous travaillez dans les champs, n'oubliez pas de livrer votre production à la préfecture », ça devait quand même leur faire mal au ventre parce qu'elles n'avaient même pas assez de manger pour leurs gamins. Et elle montre aussi comment on a fait évoluer l'agriculture, notamment par le général de Gaulle, avec la loi de 62. Quand le général de Gaulle, quand il est revenu, déclare « Attendez, bon, un grand pays qui ne se nourrit pas n'est pas un grand pays ». Et là, effectivement, il a décidé, et avec les élus au niveau national, qu'il fallait que la France assure sa sécurité alimentaire. Alors, ce n'est pas la sécurité alimentaire comme on l'entend aujourd'hui, on parle plutôt de sécurité sanitaire, mais de sécurité en quantité. Et ça, on l'oublie trop vite parce qu'on est un pays de caddie plein. C'est-à-dire que tout le monde peut trouver l'alimentation qu'il veut en quantité, comme il le souhaite, en poussant son caddie. Alors, bien sûr, je ne fais pas du tout. Je pense bien sûr qu'il y a certains qui ont des problèmes de moyens, mais je veux dire, en France, tout le monde peut manger à sa faim en général, et on oublie que la sécurité alimentaire, ça a été un sujet, et c'est là qu'on a développé beaucoup l'agriculture. On le voit très bien dans ce reportage, où les rendements sont passés de 30 à 70 quintons en blé, où on a enlevé les haies parce que le général a dit « Allez, il faut des grandes parcelles, etc. » Et on a introduit effectivement la chimie, qui était l'industrie chimique qui était très forte en France et en Europe. Et on a dit aux agriculteurs, bah, si vous mettez telle chose, et c'est ce qu'on apprenait dans les lycées agricoles et dans les maisons familiales à l'époque, faut le rappeler, eh ben, vous plantez du maïs, vous mettez tant de doses de nitrate, tant de doses de produits phyto, et vous allez avoir tel rendement. Et ça a fonctionné. Alors, on a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin, c'est vrai. Et dans les années 60-70, ça a fonctionné comme ça. Et il y a eu commencé une prise de conscience à partir de fin des années 70 parce que, avec le choc pétrolier, parce que pour faire des engrais et des produits phyto, il faut beaucoup d'énergie. L'essence devenait chère pour nos concitoyens, mais l'essence et le gasoil et le fioul devenaient chers aussi pour la fabrication des produits chimiques. Et il y a eu une prise de conscience, et qui est très bien. Et l'agriculture a commencé effectivement ces mutations pour être plus vertueuse. Mais ça prend du temps. Je sais que certains autour qui m'écoutent vont dire que ça prend trop de temps. Oui, peut-être que ça prend trop de temps, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est que vous avez tous autour de chez vous des paysans, petits, grands, moyens, etc. Surtout, n'hésitez pas à aller les voir, allez échanger sur leurs pratiques. Alors, ne leur crachez pas dessus ou ne les insultez pas quand vous les voyez passer avec un pulvérisateur, mais plutôt allez les voir, allez leur demander ce qu'ils font et ils seront très heureux de vous expliquer comment ils travaillent et ce qu'ils font. Aujourd'hui, sur l'utilisation des produits phytosanitaires, alors je ne vais pas vous dire qu'on en consomme moins parce que ça dépend.
totalement des années que l'on a. Hein. Vous pouvez trouver des gros titres en 2020, la consommation des phytosanitaires a explosé. Oui, mais enfin, il faut regarder toutes choses égales par ailleurs, et notamment les attaques qu'il peut y avoir de tel ou tel parasite, champignons, insectes, etc. sur telle culture. Aujourd'hui, les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés de façon systématique. Ils sont faits à chaque fois grâce à des observations. Alors, les chambres d'agriculture, qui sont un réseau national avec 8500 techniciens sur le territoire national, qui produisent des conseils aux agriculteurs et du conseil indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire du conseil indépendant? C'est-à-dire que la chambre d'agriculture ne vend rien. Elle ne vend pas de produits. Elle est là pour améliorer les pratiques agronomiques et les pratiques d'élevage pour justement avoir plus de rendement et surtout être plus efficace économiquement. Et plus efficace économiquement, c'est pas forcément produire plus. C'est pas forcément avec plus de terre. Mais c'est en utilisant au mieux, en valorisant au mieux le milieu dans lequel la ferme se trouve. Et on a, moi je suis installé du côté de la Bresse dans les Hauts-de-Vosges, j'ai que de l'herbe, que de la prairie permanente, on fait que de l'élevage. Je ne sais pas ce que c'est qu'une charrue. Eh bien, on essaye, on produit du lait, une partie en vente directe, une partie via la coopérative de l'Ermitage. Eh bien, au lieu de vouloir avoir des vaches comme on avait une époque, enfin, comme on demandait à une époque à 10 000 litres de production, ben, je regarde ce que je peux produire sur mon exploitation. Je regarde quels animaux il me faut et je regarde comment je peux valoriser tout ça. Et qu'il vaut mieux des fois avoir des animaux qui soient moins performants, mais plus rustiques dans le milieu dans lequel je suis. Et produire peut-être un peu moins de lait, mais pas l'acheter, parce que le but du jeu, c'est aussi de se rémunérer. Et je précise que je suis sur une exploitation, pour dire la taille, hein, une centaine d'hectares, donc 120 hectares exactement, de prairie permanente, et où on est 3,5 à travailler. Mon frère, mon épouse, un jeune qu'on a installé, et moi. Alors moi, je me mets invitant parce que j'ai quelques responsabilités, que ce soit dans le monde de l'agriculture ou dans le monde des élus locaux. Donc, il est vrai que je travaille surtout le week-end. Donc, je ne suis pas à plein temps sur l'exploitation, ça c'est clair. Donc, dire que, et quand on parle des abeilles, on oppose souvent l'apiculture à l'agriculture, alors que sans apiculture, il n'y a pas d'agriculture non plus. Enfin, ça a été très bien dit par monsieur le sous-préfet à l'instant. C'est vrai pour nos fraises dans notre jardin, mais c'est vrai aussi pour les fruits et légumes. Et qu'on travaille à des rapprochements et surtout à de l'écoute et de la discussion entre les agriculteurs et les apiculteurs. On arrive, s'il n'y a pas de discussion, ben vous pouvez être sûr que c'est la catastrophe, parce que à la fois l'apiculteur ne connaît pas comment pratique l'agriculteur et à la fois l'agriculteur ne sait pas ce que font les ruches au bout de son champ. Si on arrive à les rapprocher, on arrive à trouver des solutions et à ce que chacun se respecte et à diminuer les problèmes que l'on peut avoir avec l'utilisation de certains pesticides. Et d'ailleurs, sur l'utilisation des produits phytosanitaires, redire que l'agriculture française est engagée dans un contrat pour baisser le volume, parce que déjà ça coûte cher, et puis effectivement, de toute manière, il faut qu'on aille vers plus d'autonomie, vers plus de produits, comme on dit, de biocontrôle, pour justement limiter les produits phytosanitaires. Et juste terminer par un exemple qui a fait grand bruit. Vous en avez tous entendu parler, c'est l'utilisation des néonicotinoïdes sur les betteraves. Les néonicotinoïdes, c'est un insecticide qu'on utilise sur certaines catégories et il a été réautorisé sur les betteraves parce qu'on n'a pas de solution encore aujourd'hui en France pour produire des betteraves sucrières sans néonicotinoïdes. Il y avait plusieurs solutions qui s'offraient à nous, à l'agriculture française. Soit on continuait d'avoir des sucreries ou pas du tout, et on a utilisé des néonicotinoïdes, soit on n'en avait plus et on importait du sucre produit à partir de betteraves sucrières avec des produits, avec des néonicotinoïdes. Et ce que je veux juste dire sur les betteraves, c'est que les néonicotinoïdes, sur les betteraves ne fleurissent pas. Donc, il n'y a pas de problème sur les abeilles, c'est pas pour ça qu'il faut l'utiliser, mais en tout cas, sur la betterave, il n'y a pas de problème de pollution, d'extermination d'abeilles avec les néonicotinoïdes et les betteraves. Je vais y arriver. Et pour terminer sur ce sujet-là, il faudrait que la réglementation, monsieur le sous-préfet en a parlé, hein, que la réglementation, on réglemente à peu près tout, et je partage son avis sur la production de miel et l'importation. Mais c'est pareil sur les produits.
Comment peut-on accepter d'importer des produits agricoles d'autres pays européens autour de nous qui ne respectent pas les mêmes normes que nous, surtout ici, quand on est dans le Grand Est? Vous pourriez faire des betteraves importer du sucre du Luxembourg et de l'Allemagne, et en Lorraine, alors c'est pas en Lorraine qu'il y en a plus, mais en Alsace, par exemple, ne pas produire de betteraves sucrières. Donc, il y a vraiment de l'harmonisation à faire. Mais ce que je veux dire surtout, c'est il faut aller vers le dialogue, il faut aller vers l'écoute, il faut aller vers la compréhension. Et l'agriculture a bien compris, et depuis des décennies, qu'il faut réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, mais aussi dans l'élevage de produits antibiotiques. Hein. On a aussi tout ce chantier-là à rentrer. Mais je vous conseille, pour terminer effectivement ce reportage, nous paysans, parce que l'évolution de l'agriculture, c'est très positif. Et il y a des témoignages extrêmement, extrêmement forts, dont celui de Madame Lacombe dans l'Aveyron, qui montre toute cette évolution, qui montre aussi qu'on a peut-être été trop loin à certains moments, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a encore des mentalités à faire évoluer, et c'est le rôle que l'on a, les chambres d'agriculture, mais c'est le rôle que tout le monde a. Et vous, en tant que membre du Lion, c'est vrai de pouvoir passer ce message, et surtout d'aller à la rencontre. Aucun paysan ne vous mettra dehors. Si vous allez voir un paysan, vous dites, comment vous travaillez, c'est quoi votre truc, c'est quoi votre pulvé, qu'est-ce que vous mettez dedans, pourquoi, comment. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de la sérénité, et pas en disant, bah oui, les paysans, ils polluent, et c'est tout ce qu'ils font. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer cet après-midi. Merci Jérôme, merci de ce témoignage. L'environnement, c'est un vaste sujet où on a tendance à y mettre que des plantations d'arbres ou que du nettoyage de bord de route. Et on voit que finalement, quand on entame le sujet, c'est vaste. Jean-Jacques, je te passe la parole. Merci Rosine. On a vu en effet que c'est très très vaste. Hein. On parle d'environnement, on parle d'économie, on parle de biodiversité. Et moi, ce que je retiens déjà, c'est que rien n'est incompatible avec… les sujets ne sont pas incompatibles entre eux. Et c'est en effet très très riche. Alors, on va rajouter une brique supplémentaire et on va parler un peu de science et d'innovation. La science, eh bien, je vais laisser assez rapidement la place à Stéphane Candillon, donc, qui travaille au CERTIT à l'Université de Strasbourg. Alors, le CERTIT j'espère qu'il ne m'écoute pas trop, est un vrai bijou qui est reconnu au niveau mondial, parce que le CERTIT, c'est un service de l'université qui travaille sur la télédétection. Quand en 2004, le tsunami a eu lieu, quand en 2010, le tremblement de terre d'Haïti a eu lieu, c'est le CERTIT à qui on a fait appel pour réaliser les premières cartographies qui ont servi à guider les sauveteurs. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas su, et je pense qu'il faut le dire et encore le redire. Et pour revenir sur notre sujet, on a parlé tout à l'heure, Évrard de Turckheim parlait des scolites. Je pense qu'on va en reparler maintenant, mais les scolites, le suivi de l'épidémie de scolite, en fait, a été suivi par le CERTIT, qui a permis de fournir des cartographies, qui ont permis de guider les autorités, justement, dans l'évolution de la pandémie. Alors, Stéphane, qui va prendre la parole, est un véritable Européen, puisqu'il est passé par le Trinity College de Dublin, il est passé par l'Écosse avant d'arriver en Alsace, à Strasbourg. Et aujourd'hui, il est le directeur opérationnel du CERTIT. Et il va nous présenter sur une dizaine de minutes les travaux de cette institution et vous montrer comment on fait le lien justement entre à la fois de la haute technologie, puisqu'on va parler d'espace et de satellites, et la réalité du terrain sur la gestion de la biodiversité. Stéphane, je vous laisse la parole. Ah, ça c'est les magies de la technique. Voilà, il a commencé le partage d'écran. Très bien. Stéphane, n'oubliez pas de rallumer votre micro. Allô? Oui, c'est bon. OK, parfait. Bonjour, monsieur le préfet et les membres des Lions. Je ne suis pas très formel. C'est peut-être parce que je suis irlandais et c'est pas notre fort. Je vous remercie pour cette chance de présenter le CERTIT. On est peut-être très reconnu, mais on est très humble. On essaie de mettre la haute technologie au service de la Terre pour les gens, les vrais gens qui comptent. Ce sont
gens qui utilisent nos services. Et donc, le service, par exemple, la protection civile ou les forestiers. Pardon, j'essaie d'avancer. Ça, c'est une diapo institutionnelle que je vais juste, dont je vais piquer 2 ou 3 choses. On essaie de transformer l'image satellite en information géographique. Ça, c'est la base de notre métier. Nous faisons partie d'ICUBE, donc le laboratoire de l'Université de Strasbourg, et on est hébergé à l'université. Aujourd'hui, je vais focaliser la présentation et sur notre travail dans le domaine des ressources naturelles, dont la forêt, surtout la forêt, et un tout petit peu sur les catastrophes, à la fois sanitaires, mais aussi naturelles de manière générale. OK. Juste une toute petite chose, parce que, en fait, je suis le responsable du service de cartographie rapide de CERTIT. On est gros connu au niveau mondial. Pourquoi? Parce que nous avons un service 24/7. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis d'astreinte, mais quelqu'un me remplace pendant 2 heures pour me permettre de vous présenter ça. Donc, oui, je dois dire que le tsunami de l'océan Indien a vraiment lancé le débat pour dire que ce n'était pas juste un gimmick, mais c'était quelque chose d'utile de pouvoir cartographier un peu partout et de manière très objective des catastrophes sur un ensemble de pays en même temps. Haïti, on a travaillé à 12 heures, pendant 12 jours, en moyenne 16 heures par jour pendant donc 2 semaines. Je dirais environ, oui, avec plein de médias, etc. à gérer, mais surtout pour la protection civile française, pour les aider à amener du secours au Port-au-Prince. Au Népal, notre travail était, en 2015, était d'aider les gens importants, donc la protection civile, de s'acheminer vers des villes, des villages perdus, vraiment perdus. Pourquoi? Parce que quel était le problème? C'était l'accès. Non, mais t'écoutes ou pas? Allô? Ah, pardon. Notre travail, par contre, de manière générale, ça tourne autour des inondations et les feux. Ce sont des événements les plus fréquents. Les feux en Australie, les feux on a partout, même au Groenland, en ce moment, avec le réchauffement climatique. C'est assez bizarre. Et notre travail aujourd'hui, au niveau technique, c'est d'essayer de rendre ça de plus en plus automatique. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de demandes et il y a de plus en plus de besoins. On ne peut pas non plus élargir. Il faut aller plus vite, plus loin, plus haut, etc. C'est comme les Olympiques. Et moins cher. OK. Maintenant, je vais focaliser le reste de la présentation sur notre activité dans la forêt. Nous avons le privilège de travailler avec la forêt depuis la tempête de Lothar, où on a vu une forêt industrielle par terre. Je rejoins M. Evard de Turckheim. Oui, c'était la forêt de pins, surtout, et d'autres conifères, bien en ligne, comme des... ils ont pris le vent, ils étaient tous cassés par terre. Ça nous a pris un peu de temps pour le faire, mais en travaillant avec les forestiers, on a pu rendre un service opérationnel. En même temps, et c'est un peu compliqué, on nous a demandé d'entrer des variables ou des critères d'analyse du foncier forestier sur la plaine d'Alsace dans les orientations régionales forestières. Et on continue de le faire pour montrer quels sont les secteurs où on a vu pas que des coupes rases ou des coupes partielles, sélectives, mais des défrichements, donc des changements d'occupation de sol. Parce qu'on voit en fait
que l'Alsace est un peu bipolaire. Nous avons une forte pression sur la plaine d'Alsace et une forêt qui augmente un peu dans les Vosges. Mais sur la plaine d'Alsace, il y a un problème de trame, de trame forestière, et voilà, on va présenter ça un peu plus tard. Au niveau des abeilles, on parle de floraison. Et nous utilisons des fois les floraisons des arbres pour pouvoir les cartographier. Il y a certaines floraisons qui se passent à des moments donnés de l'année, un peu en dehors des autres espèces qui nous permet de les distinguer dans les châtaigniers. Cette carte a permis à des coopératifs de décider de dire « Ah oui, il y a des zones qu'on peut peut-être exploiter. Ce qui est exploité a une valeur et donc on le retient. On a envie de garantir la pérennité. » En même temps, bien sûr, on a regardé les chênes, hêtres et d'autres espèces. Et aussi, bien sûr, on fait la différence entre les conifères et les feuillus. Je parlais de trame. La trame verte en ville, c'est quelque chose qui nous intéresse de plus en plus, pas juste parce que c'est joli, mais c'est joli et utile. Utile pour diminuer les îlots de chaleur en milieu urbain. Ce sont des espaces aussi qui permettent à des espèces animales de voyager, de traverser la ville. La trame verte est très utile même sur le toit. Une des choses de plus intéressantes de ces études que nous faisons depuis un moment à Strasbourg, c'est la cartographie de verdure et même des arbres sur les toits. Pourquoi? Parce que chaque point est essentiel dans le fait de garantir la transition d'un endroit à un autre d'une espèce. Voilà. Depuis que notre région a changé de taille, le CERTIT a aussi changé de taille en termes d'analyse. Et maintenant, on regarde toute la Grande Est et on va voir plus tard, même plus. Donc, pourquoi on le fait? On regarde pour la ressource, bien sûr, pour analyser, pour constater l'activité sylvicole, pas juste les coupes, mais heureusement aussi les reboisements, et aussi parce qu'il y a une forte demande auprès des forestiers de fournir du bois, de permettre aux forestiers de voir où se trouvent les zones prioritaires pour la mobilisation du bois. Il y a des secteurs qui sont non exploités et il faudrait quand même que l'impact de l'exploitation soit assez bien réparti. J'ai parlé aussi de crise sanitaire, on va voir ça après. Et aujourd'hui, ces grands secteurs, c'est possible de les analyser de manière assez fréquente grâce à l'Europe, grâce à Copernicus, le programme Copernicus avec ses satellites à la fois radar et optique, notamment ici, optique, on parle de S1, S2 ici, c'est une satellite optique qui peut, dans le Grand Est, à cause de sa latitude, être vue presque tous les 2 jours, même 5 jours sur 7. Bon, il y a des nuages qui entreviennent. On parle des détails sanitaires. Nous ne regardons pas, je vous garantis, la bestiole même, mais on regarde l'impact des scolytes, donc le dépérissement. Et on ne peut peut-être pas distinguer vraiment est-ce que c'est un dépérissement lié à une telle ou telle chose, mais en ce moment, le scolyte de l'épicéa, c'est le sujet du moment. Et nous arrivons
regarder ça sur des énormes secteurs. Surtout sur les stades rouges et gris, on n'arrive pas, honnêtement, on est en train de valider, tester si on peut le regarder au niveau vert, et je ne crois pas qu'on va arriver. Et aussi différencier le stade rouge et gris des coupes blancs. Pour permettre à nos forestiers d'utiliser leur logistique, d'agir en conséquence, de couper encore plus vite pour essayer de sauvegarder le reste du forêt. C'est ça à peu près l'idée. C'est ça le secteur qu'on vient de faire en quelques c'est à peu près 20% parce qu'il y a une partie du nord du Savoie en fait qu'on a fait en plus. À peu près 20% de le territoire français qu'on arrive à cartographier. Et c'était sur une évolution de presque en fait 18 mois à la fin, avec une analyse quasiment tous les jours pour identifier à quel moment l'attaque a commencé. Au moins, on était à rouge. Et oui, on a livré ça en quelques semaines. Donc, c'est un travail non négligeable et assez précis en termes de taille d'objet, en termes de cartographie, de validation. On va voir, c'est en cours de validation à l'heure actuelle. Les forestiers sont assez contents, mais on est en train d'établir les limites. Avec toute chose, il y a des limites. On ne peut pas tout faire avec tout. Donc, par contre, c'est un assez bon indicateur. Donc, de regarder à cette précision-là, des énormes secteurs. C'est quand même pas mal, avec des données qui sont gratuites. Notre travail ne l'est pas, mais voilà. Aujourd'hui, on teste des nouveautés. Ce n'est pas si nouveau que ça, on va dire, le 3D, mais bientôt, on va avoir des satellites qui couvrent de manière très régulière les surfaces terrestres avec des images qui sont compatibles à une analyse en 3D, qui va permettre de voir, même d'indiquer quels sont les secteurs qui ont été coupés de manière sélective, qui ont peut-être besoin d'être encore coupés dans un secteur. Bien sûr, en travaillant avec les gens de la forêt. Je mets quelques logos là, mais ça peut être aussi privé. De manière générale, on travaille avec le privé en ce moment, mais aussi on travaille avec le public. Voilà, les perspectives. Bon, l'idée, c'est de suivre des secteurs de plus en plus grands, de plus en plus fréquemment. On est en train de travailler avec des gens maintenant pour monter des projets même en Afrique, en Amérique centrale, en utilisant de l'intelligence artificielle pour nous aider, mais on ne sort rien de chez nous sans que ce soit validé par un opérateur expérimenté. Parce que, oui, je dis, il n'y a rien de plus catastrophique que des cartographies de catastrophes catastrophiques. Donc, l'idée, c'est qu'on a toujours l'humain et un opérateur reconnu et bien expérimenté derrière. Et oui, on veut aussi intégrer dans tout ça aussi du 3D à différentes échelles. Donc, je ne sais pas si ça vous a dit quelque chose. Je termine là. Merci Stéphane, c'est passionnant. Alors, je ne veux pas faire du humour de bas étage, mais vous nous avez permis de prendre un peu de hauteur. Oui, on voit de loin les choses qui sont près de vous. Très loin, des choses très proches. Oui. Et merci encore de nous avoir rejoints pour montrer aussi que dans notre belle région, on a la chance de vivre dans une région où à la fois on a une agriculture qui est très puissante, très performante, respectueuse de l'environnement, dans lequel on se préoccupe de biodiversité, dans lequel la forêt c'est une véritable richesse en tous les sens. Et bien la science et l'innovation, ça nous permet aussi de faire en sorte que peut-être dans une ou deux générations, on continue à profiter de ce bel environnement.
Et merci encore Stéphane. Et je vais laisser, parce que le temps passe, je vais laisser la parole au dernier intervenant. Alors, je vais laisser la parole à Léo Meazza, qui a aussi cette caractéristique d'être un Léo. Donc, finalement, on reboucle la boucle et on revient au lyonisme. Et Léo, qui est étudiant à l'École supérieure de commerce de Paris, a rejoint une start-up. Alors, une start-up, pour certains, c'est Jeune Pousse. Et qu'on parlait de forêt, c'est un jeune arbre, on va dire, plein de devenir. Et cette entreprise s'appelle Écoterie. Et Écoterie, alors TREE pour l'arbre, et qui a une approche assez originale de la manière de conjuguer à la fois gestion durable de la forêt et économie. Donc, je laisse à Léo la main pour nous présenter ses activités. Évidemment, je ne dirai pas que Léo Meazza est lié à un lion bien connu, mais je ne le dirai pas. Léo, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir convié à cette table ronde. On m'a confié la délicate tâche de conclure cette table, donc je me dois d'être efficace et j'essaierai d'être le plus succinct possible pour garder votre attention. Alors, je vais partager mon écran. Dites-moi si… Hop. C'est bon. C'est pas grave. Tant pis. Écoutez, donc voilà, je m'appelle Léo Meazza. Merci pour cette brève présentation. Donc j'ai intégré Écoterie en janvier. Écoterie, qui est une société de gestion forestière, dont le siège social est en Bretagne. Je suis chargé au sein de cette entreprise du pôle innovation, qui consiste à réfléchir et à échafauder des nouvelles propositions, de nouvelles structures pour l'entreprise et de nouvelles offres. Alors, Écoterie, d'où ça vient? L'histoire est assez intéressante, elle est très récente. Ce sont quatre Bretons qui se sont rendus une fois au Danemark et qui ont cette culture assez intéressante de la consigne, où tout était consigné, toutes les canettes, toutes les bouteilles, et où du coup chaque action était récompensée. Ces quatre fondateurs ont donc trouvé ça intéressant et voulaient le transposer en France pour un autre principe. Et un de ces quatre amis était forestier. Ils se sont dit que c'était intéressant, au vu de la situation forestière en France, comme on a pu l'évoquer précédemment, de récompenser une action au sein de la forêt. Et donc, on a pensé à ce système d'acheter des arbres et que la coupe de l'arbre à la fin de la maturité, les bénéfices soient reversés à l'acheteur de l'arbre. Donc, Écoterie a rendu cela possible en 2016. On a créé cette entreprise qui rend les gens propriétaires d'un arbre. Donc, prenons un exemple concret. On achète aujourd'hui un chêne. Au bout de 40 ans, 100% des bénéfices de la coupe sont reversés à l'acheteur. Cela permet donc de contribuer au reboisement de la forêt française qui en a besoin. Donc, comme on a pu l'expliquer avant, cela fait un lien avec le projet de notre entreprise. Et on permet donc de suivre des projets sylvicoles sains et durables. Donc voilà, notre entreprise a commencé en 2016 et nous sommes rapidement développés. Nous avons eu… Il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Coupez vos micros. Donc l'entreprise s'est développée assez rapidement. On a eu plusieurs levées de fonds et on a surtout eu le feu vert donc de l'AMF. L'AMF qui est donc l'autorité financier et qui nous a permis de gagner en notoriété et gagner en confiance de la part des clients qui sont des entreprises et des particuliers. Donc, nous sommes aujourd'hui 50 salariés. Nous travaillons avec plus de 40 000 particuliers et plus de 1000 entreprises.
Nous avons gagné de nombreuses récompenses et nous sommes aujourd'hui en bonne voie pour continuer sur cette belle lancée qu'a commencé Écoterie en 2016. Donc, nous avons fait Écoterie en commençant à adresser un constat simple. Donc, encore une fois, on l'a pu l'évoquer avant, mais c'est qu'aujourd'hui, 30% du territoire français est recouvert de forêts. Donc, c'est la 4e plus grande surface forestière d'Europe. Et 75% de la forêt est possédée par des propriétaires privés. Il y a un manque de financement et un manque de renouvellement de ces forêts. Et les gens qui possèdent ces petites parcelles n'ont pas forcément les moyens durables. C'est là qu'est de forêt et permet, grâce à nos experts forestiers, de produire des itinéraires sylvicoles sains, durables et qui permettent de reboiser durablement cette forêt française. Aujourd'hui, on a plus de 1000 hectares sous gestion et plus d'1 million d'arbres donc vendus par Écoterie. Donc, comme je vous l'ai dit, l'entreprise prend de la valeur. Nous commençons à gagner beaucoup de notoriété de la part de grandes entreprises, notamment du CAC 40, mais aussi de beaucoup de particuliers. Et nous avons ouvert des bureaux au Danemark, depuis lesquels nous pouvons encore vendre des arbres. Donc, notre projet d'internationalisation continue et nous aspirons à continuer à gagner des parts de marché en Europe. Donc, Écoterie propose 2 offres différentes. La première, c'est devenir propriétaire d'arbres pour des particuliers et des entreprises. Il faut savoir qu'un arbre prend en moyenne 2% de valeur par an en grandissant en matière, et lors de la coupe en scierie, l'arbre a pris de la valeur. Et chaque année, l'AMF considère que la moyenne est de 2% de valorisation. Donc voilà, donc c'est donc possible de devenir propriétaire d'arbres. Et une deuxième offre qui a été possible un peu plus tard, c'est de soutenir la biodiversité à travers des dons. Cela concerne particulièrement les entreprises et à fortiori les grandes entreprises. Ce sont de faire des dons pour plusieurs projets de biodiversité. Le premier, qui fait un peu écho à ce que disait notre sous-préfet, c'est la création de ruches et de haies mellifères. Vous n'êtes pas sans savoir que le taux de mortalité des abeilles a cruellement augmenté, et d'où la raison aujourd'hui de mener des projets pour protéger les ruches et créer des haies mellifères qui attirent ces pollinisateurs. Donc, cette biodiversité est possible grâce aux ruches, aux haies mellifères. Nous proposons aussi des reboisements et des zones humides, on appelle des ripisylves, pour proposer des reboisements autour des rivières. Donc, ces 2 projets-là de biodiversité et rendre propriétaires les clients d'arbres sont les 2 solutions proposées par Écoterie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires forestiers en France. Pour en citer qu'un, il y a le label FSC, qui est un label de foresterie qui permet de reconnaître les projets durables et sylvicoles en France. Donc, nos forêts sont labellisées et beaucoup d'entreprises nous font confiance. Comme j'ai pu vous le dire, nous avons récemment, il y a 2 semaines encore, signé un contrat avec H&M d'une durée de plus de 5 ans, qui s'engage à soutenir des projets de biodiversité à hauteur d'1 million d'euros pour Écoterie. Donc voilà, c'est très encourageant pour nous, et je suis ravi de faire partie d'une entreprise qui a pour but d'embarquer tout le corps social dans le reboisement de la France. Merci à tous. Merci Léo pour ce très très bel exposé. Et finalement, merci à tous les participants. Voilà. C'est vrai que nous avons eu la chance d'avoir une table ronde très riche grâce à Jean-Paul, à Jean-Jacques, Olivier, tout le bureau qui s'est activé pour que vous ayez une table ronde intéressante sur le thème de l'environnement qui nous tient à cœur, qui tient à cœur des Lions, puisque c'est un thème même national qui est reporté depuis quelques années.
L'environnement, c'est important, mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'on ne savait pas quoi y mettre dans ce terme de l'environnement. C'était planter des arbres, c'était, comme je le disais tout à l'heure, nettoyer des bords de route, des rivières. En fait, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit auprès des agriculteurs, des apiculteurs, auprès de la forêt. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un peu le poumon. Nous vivons au quotidien avec cet environnement. Merci aux intervenants, merci d'avoir consacré tout ce temps pour nous. En remerciement, nous vous offrirons un stylo en bois du Grand Est. Nous avons sélectionné 3 essences, noyer, merisier et frêne. Donc, vous recevrez ce stylo pièce unique numéroté en bois du Grand Est et fabriqué par un artisan, un petit artisan du Grand Est aussi. Voilà, ce sera le souvenir de votre passage parmi nous. Et merci encore. Et je pense que si les uns et les autres, vous voulez pour vos zones, vos clubs, avoir plus ample renseignement, eh bien, vous avez des intervenants de qualité pour des conférences et voir plus si affinité. Merci beaucoup. Merci d'avoir consacré tout ce temps.